Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Les migrants africains en provenance de Libye et actuellement vivant au Rwanda se réjouissent d'avoir tourné une page sombre de leur histoire grâce à leur accueil au Rwanda. Elle était avec Jean Damascène, Manichim. C'est l'heure du repas au camp de transit d'Ogashora, au sud-est de la capitale rwandaise Kigali. Il s'agit des migrants venus de Libye que le Rwanda accueille depuis septembre 2019. Une réalité obtenue au terme d'un accord entre le Rwanda, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union africaine. Ils viennent essentiellement du Soudan, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, de la Somalie, du Cameroun, du Nigeria, du Tchad et du Soudan du Sud. Même si ces migrants se sentent un peu soulagés au Rwanda, ils sont loin d'oublier la vie atroce de la Libye. Like I am in my country, so I feel safe in Rwanda more than Libya because in Libya. Ici, je suis très content et je suis libre comme si j'étais dans mon pays. Je me sens plus sécurisé au Rwanda qu'en Libye parce que là-bas, tu pouvais être attrapé et mis en prison, à moins que tu payes de l'argent. Certains des nôtres ont risqué leur vie et sont morts en prison. Dans les prisons, il y avait les persécutions sur base de religion. Par exemple, pendant le Ramadan, on nous forçait à jeûner, même si on n'était pas musulman. In prison in time of Ramadan, so they will force you to fast, whether you are not Muslim. Ce témoignage de ce migrant soudanais est partagé par cette femme érythréenne qui est arrivée au Rwanda en 2022 après une souffrance de 4 ans en Éthiopie, au Soudan et en Libye. La vie en Libye était horrible. C'est ce qui me revient en tête. On était obligé de se payer un loyer, mais on pouvait être expulsé à n'importe quel moment. On déménageait, mais en vain. On se retrouvait dans une même situation. J'ai essayé de payer le bateau pour aller en Europe, mais j'ai été arrêté et ramené en Libye. On m'a emprisonné et on m'a ravi mes documents du HCR. C'est vraiment un souvenir horrifiant. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indique qu'en plus d'une assistance matérielle, ces migrants ont besoin aussi d'un accompagnement psychosocial pour tourner la page de l'expérience traumatisante de la Libye. On discute pour eux pour essayer de diminuer le trauma qu'ils ont subi. Il y a des services d'activités récréatives pour les enfants. Nous leur donnons de la nourriture, mais aussi nous les aidons à développer quelques compétences et qualifications pour les permettre d'avoir des bases solides pour trouver une solution durable dans un autre pays tiers. Ces migrants venus de Libye sont bien conscients des risques liés à cette aventure de traverser la mer pour rejoindre l'Europe. Ils disent que la situation de leur pays les a poussés à prendre ce risque, tout en espérant que le rêve devienne un jour une réalité. I want to push it because I drop out from my school. Je voulais toujours tenter parce que j'ai quitté l'école sans aucun soutien. Dans le pays, quand la guerre a éclaté, nous avons arrêté les études. On n'avait pas d'emploi. C'est ainsi que nous sommes allés en Libye en tentant de rallier l'Europe. On essayait toujours, croyant que par chance, on y parviendrait. La vie dans le camp ici au Rwanda est très différente de la vie en Libye. En Libye, on était exposé à trop de risques, mais une fois arrivé ici, c'est comme si on était chez nous. On est en sécurité. Le gouvernement du Rwanda se déclare résolu à poursuivre l'intégration de ces migrants de Libye en transit au Rwanda, jusqu'à ce qu'ils trouvent des pays d'accueil de façon régulière, une situation différente de ce que le Rwanda pourrait accueillir si jamais l'accord avec le Royaume-Uni est mis en pratique. La plupart des migrants qui viennent ici, on dirait qu'ils sont, surtout ceux en provenance de la Libye, qui sont en transit. Ils viennent. Et ils ont un endroit où ils sont installés, logés, nourris. Ceux qui veulent travailler, s'ils peuvent trouver du travail, ils vont trouver du travail. Ceux qui veulent étudier ou veulent apprendre le Kinyarwanda, ils vont l'apprendre. Mais la plupart d'entre eux cherchent à émigrer ailleurs. Mais cette fois-ci, ça se fait d'une façon régulière, légale. Et la plupart d'entre eux sont déjà partis. Ce qui est différent avec les migrants qui viendront si le processus avance jusqu'au bout du Royaume-Uni, où ils pourront être intégrés. C'est comme ça que prévu
l'accord entre les deux pays, eux, ils seront intégrés avec les Rwandais. Mais n'oubliez pas aussi qu'il est prévu que s'ils veulent retourner dans leur pays, ils seront aidés pour retourner dans leur pays. Que s'ils veulent immigrer d'une façon régulière, ils auront le droit de le faire. Et s'ils veulent s'intégrer avec les Rwandais, ils pourront également le faire, avoir une résidence, être réfugiés, être migrants ou même avoir la nationalité rwandaise. C'est ouvert. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis septembre 2019, le Rwanda a accueilli plus de 2000 migrants en provenance de la Libye. Plus de 1200 d'entre eux ont déjà trouvé d'autres pays d'accueil, hors du continent africain. En plus de ces migrants, le Rwanda abrite également environ 130 000 réfugiés, essentiellement congolais et burundais. Les jeunes de la Fondation franco-africaine au Rwanda ont visité le pôle d'entrepreneuriat à Norskin qui nourrit et soutient des projets innovants dans l'optique de résoudre des problèmes qui affectent la société. Ces jeunes ont eu des explications sur le rôle de la technologie dans le processus de transformation du Rwanda. C'est un clip. J'ai appris qu'avec de la vision, du travail, de la consistance, on pouvait mettre en œuvre stratégiquement une vision dans tous les domaines économiques. Nous avons rencontré des personnes incroyables qui maîtrisent leur sujet dans tous les domaines, que ce soit la tech, le tourisme, la recherche de financement. Et vraiment, c'est très inspirant. Je suis malienne, je suis également française et le Rwanda est vraiment un modèle. Et j'espère que sur le volet économique, sur la vision, la stratégie, les autres pays africains sauront s'en inspirer. Et nous, en tant que Young Leaders, on est aussi des porte-flambeaux. Retournant dans nos pays, nous serons à même également de porter et de raconter ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu toucher de près lors de nos 2 jours et des prochains jours sur Kigali. Ces jeunes venus des pays divers d'Afrique et de la France aspirent à contribuer au rajeunissement du partenariat franco-africain pour positionner l'excellence au cœur des collaborations actuelles et futures. C'était 2 jours extraordinaires pour nous. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs ne connaissaient pas le Rwanda et donc ont découvert un pays déjà très accueillant. Ça c'est la première chose. Mais surtout on a été impressionnés par quelques qualités qu'on a retrouvées tout au fil de ces 2 jours et des échanges qu'on a pu avoir avec les acteurs économiques rwandais. La première chose c'est le leadership, l'importance de ce leadership qui est incarné aujourd'hui et qui aussi a réussi à montrer cette responsabilisation que tous les acteurs doivent avoir, l'accountability dans les acteurs avec des KPIs qui sont bien définis, des objectifs précis, à la fois à long terme, à horizon 2050, mais également dans les 3-6 prochains mois et sur des plans triennales à 5 mois, déclinés par secteur d'activité. Et enfin, c'est aussi cette capacité d'avoir une vision qui nous porte et qu'on partage également chez les Young Leaders de cette promotion et de la French African Foundation, d'être une plateforme de dialogue, d'excellence. Et je pense que c'est ce que nous allons reprendre, en tout cas prendre avec nous et promouvoir dans les pays desquels nous venons, cette capacité de leadership, de responsabilisation et de vision. Les populations des provinces de l'Est et du Sud du Rwanda se félicitent de la construction de la route qui reliera les 2 provinces dont les travaux s'accélèrent. Les détails avec Jean-Damascène Manichim. Les travaux de construction de la route Ngoma-Bugesera-Nyanza vont bon train. Pour le moment, c'est le secteur Muyira du district de Nyanza au sud du pays qui est concerné. Il ne reste que 5 km pour rallier la grande route de Kigali-Nyanza-Rouye et pour la population locale, la satisfaction est totale. Il nous est très important d'avoir une route goudronnée ici. Avant, la route était en très mauvais état et l'endommageait les véhicules. Mais désormais, ce sera facile. Et le transport des personnes et des biens sera facile. Et nous allons mieux travailler. Pour aller à Kigali, il nous fallait passer par Ruhango dans nos activités commerciales.
Mais désormais, nous passerons par Bugesera Nyamata, un vrai raccourci. L'intérêt commercial est vraiment immense. Cet accès routier ne profitera pas uniquement aux populations locales, car il facilitera la tâche aux transporteurs qui, depuis l'est du Rwanda et la frontière tanzanienne de Rusumo, effectuent de très longs voyages pour rallier le sud du Rwanda et les pays voisins, notamment le Burundi et la République démocratique du Congo via la ville de Bukavu. La construction de cette route s'intègre dans une large vision du gouvernement du Rwanda d'accélérer le développement en connectant les zones rurales et en facilitant mieux le transport des personnes et des biens dans tout le pays. Avant la construction de cette route, les transporteurs qui effectuaient le commerce transfrontalier entre le Rwanda et les pays voisins, au sud comme à l'est du pays, étaient obligés de passer par Kigali, ce qui leur prenait plusieurs jours. Les entrepreneurs sociaux estiment que l'Afrique doit exploiter au maximum ses opportunités pour s'intégrer pleinement dans le concert des nations. C'est en tout cas le point de vue du docteur Faisal Congo du Burkina Faso qui s'est confié à la télévision rwandaise de passage à Kigali. Suivez. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'Afrique, terre d'opportunités, mais en étant entrepreneur, en rentrant dans l'activité de l'entrepreneuriat, on se rend compte rapidement qu'il y a une colle qui manque, qui est le travail ensemble. Donc travailler en prenant en compte les autres personnes. Donc c'est-à-dire déjà collaborer avec d'autres personnes qui sont des entrepreneurs aussi, mais en contrepartie, il faut pouvoir aussi faire des concessions. Donc j'avais donné l'exemple de l'agrotransformation et une chaîne fondamentale qui est la partie assurance qualité. Donc l'assurance qualité, ça peut être au moment du tri, du nettoyage et tout. Et ça peut être un aspect qui peut être automatisé. On peut prendre juste une seule personne et une machine. Mais l'idée derrière, en fait, c'est avoir des personnes qui vont faire ça. Au lieu de faire des machines, c'est une manière de donner un retour. Ça va coûter peut-être plus cher à court terme par rapport à la machine qui va coûter moins cher à long terme. Donc ça va coûter un peu moins cher pour la machine. Mais en vrai, en ayant ce recul-là de se dire, je suis un entrepreneur, j'ai eu la chance de pouvoir lancer cette activité pour m'enrichir, mais derrière, il faut aussi penser aux autres. Il ne faut pas juste dire, bon, écoute, moi je fais une machine de bout en bout automatisée. J'ai besoin juste de 5 personnes et c'est fini. Non, l'idée derrière, c'est qu'il faut se dire que de toute façon, vous allez vous enrichir. Mais il faut prendre le recul pour se dire, la partie tri, je vais donner à des humains. C'est des gens qui vont faire. Ils vont avoir du travail. Je vais grandir avec eux. L'usine va grandir. Ça va être 10 personnes, ça va être 50 personnes, ça va être 100 personnes. Et je vais monter en fait l'assurance qualité avec ça. Donc c'est ça l'idée derrière. L'idée c'était de dire, faut qu'on, dans toutes ces opportunités-là, il y a beaucoup de gens. Nous sommes nombreux. Il y a la jeunesse. L'Afrique est très jeune. Mais si on réplique les modèles dans lesquels on est dans l'industrialisation pure, sans le côté social, on va créer ce gap. Ce gap aussi, on va le répéter, comme ailleurs. Donc on va avoir des gens très riches, des gens très pauvres, et la couche moyenne, elle est très fine. Et si tu as une couche moyenne très fine, même toi, en tant que riche, ça va te poser problème après. Tu vas passer toutes tes vacances à l'extérieur. Donc il y a des conséquences qui reviennent. Donc il faut qu'on apprenne de l'histoire et que les entrepreneurs d'aujourd'hui incluent cet aspect-là de social. On a besoin de social en Afrique. Pour que ça avance, ce n'est pas possible. On l'entend beaucoup, mais on ne le comprend pas en tant qu'entrepreneur tant qu'on ne prend pas ce recul. Donc moi, j'invite tous les entrepreneurs en Afrique à voir dans leur chaîne quel est l'aspect humain qu'il faut garder. Il faut un aspect humain à garder. On ne peut pas faire du numérique à 100%, on ne peut pas faire de l'automatisation à 100%. Ça ne marchera pas. 1,1 million d'emplois ont été créés entre 2017 et 2023, alors que l'objectif du pays était de créer 1,5 million d'emplois au plus tard en juin de cette année. Ce résultat a été obtenu notamment grâce au secteur industriel qui a créé de nombreux emplois. Les détails avec Patrick Nilidande. Le secteur industriel a contribué de manière significative à la création de nouveaux emplois grâce aux 311 usines sorties des terres au cours de 7 dernières années. L'industrie textile représente 15% de la main-d'œuvre, dont une majorité des femmes et des jeunes.
J'avais des amis qui travaillaient dans ce métier au début. J'étais curieuse de savoir combien coûtait l'investissement. Donc j'y ai investi. Et maintenant, je peux vous dire que je suis à un bon niveau, mais je travaille toujours dur pour rester compétitif et garder ce bon niveau. Rachel Wamaoro, responsable des opérations chez Centrica, a noté que l'activité des billetteries électroniques a eu un impact significatif sur la création d'emplois. L'entreprise a commencé avec 2 employés et en compte aujourd'hui 75 qui ont été utiles de diverses manières à cette entreprise. Le secteur technologique devrait représenter 5% de tous les emplois créés au cours de l'exercice en cours, avec un total de 135 000 nouveaux diplômés universitaires dans les filières de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Sarah Rukundo, directrice nationale de Wasted World Startup House, a noté qu'environ 150 entreprises technologiques ont été soutenues, d'où la création de plus de 500 emplois. 40% des projets sont portés par des femmes. Le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente a récemment annoncé que d'ici à 2023, environ 1,1 million d'emplois seraient créés, pas loin de l'objectif de 1,5 million à la fin de l'année en cours, tel que prévu au programme. Les experts ont salué les efforts déployés par le pays en matière de création d'emplois. Cependant, ils soulignent certaines des lacunes qui devaient être comblées dans le cadre de la deuxième phase de la stratégie nationale des transformations NCT2. Pour affirmer que le travail est important, il doit soutenir la famille et les gens en général. Nous avons encore beaucoup d'emplois qui doivent être révisés pour que les gens puissent vivre une vie décente. Cela devait être souligné chez de nombreux Rwandais. Il est nécessaire de combiner toutes les activités et de pouvoir procéder à des évaluations après une certaine période pour examiner ce qui a été réalisé et les domaines où il reste encore du retard. Dans certains pays africains, le taux de chômage a atteint 38%, tandis qu'au Rwanda, au 4e trimestre 2023, il s'est établi à 16,8% contre 24,3% en 2022, selon les statistiques de l'Institut national de la statistique du Rwanda. Dans le monde, 435 millions de personnes ont trouvé un emploi en 2023, réduisant le taux de chômage à 5,1%. Visa Minimana, Jean-Pierre Noah vit en district de Musanze et dans son témoignage, il déclare avoir un handicap qui a réduit considérablement ses capacités. Bien qu'il soit né avec ce handicap qui lui empêche d'user de ses 2 mains, il indique être déterminé à poursuivre son rêve d'enfant, devenir un expert en technologie. Remarquablement, non seulement il excelle sur le plan académique, mais il occupe également constamment la première place de sa classe parmi ses pairs. Les détails avec Patrick Nilidande. Jean-Pierre Noah Bizamenyimana, 18 ans, est né sans ses mains. Néanmoins, ses défis physiques ne l'ont pas dissuadé de poursuivre ses études. Actuellement, il progresse bien dans sa 5e année du secondaire avec détermination et résilience. Mes études à la maternelle, primaire et une partie du secondaire, je les ai poursuivies avec détermination, avec les autres enfants de mon âge. Je me suis bien intégré et totalement. À l'école technique et professionnelle de Muhabura, c'est en district de Musanze, Bizamenyimana poursuit ses études en réseautage. Malgré cette orientation, sa véritable passion réside dans les cours de programmation informatique. Nos cours de réseautage actuels sont avancés. Ils ont ajouté des cours des langages de programmation et je suis totalement passionné par ces cours. Et je suis présent tous les jours à ces cours à Hanga et à ce projet dans lequel nous travaillons avec une société appelée Innova IPA Technology
Je suis actuellement en train de créer leur application mobile et tout se passe bien. Malgré son handicap, Bizamenyimana fait preuve de compétences exceptionnelles en écriture avec un stylo et navigue sans effort sur un ordinateur. Ses résultats scolaires sont exceptionnels car il arrive régulièrement parmi les meilleurs de sa classe. Jean-Pierre est un élève brillant. Il arrive premier de notre classe. Il obtient un score supérieur à 80%. C'est une personne humble et il aide les autres et comme vous le savez tous, nous n'avons pas les mêmes performances en classe. Mais il est brillant et aide également les autres. C'est une bonne personne. Innocent Neziaremye est l'un de ses professeurs. Il affirme également que c'est un étudiant exemplaire. Quand il nous a rejoints pour la première fois, nous avions des doutes sur ses capacités car il avait un handicap, mais étonnamment, il a réussi. Il est très brillant en termes de compétences pratiques et théoriques. Au fait, il est le meilleur. Après les cours, il est toujours désireux d'en savoir un peu plus et vient chercher des professeurs pour plus d'explications sur le cours car il s'intéresse aux cours des technologies. Nous pensons aussi qu'il réussira avec des bonnes notes à l'examen national. Les autres étudiants devraient apprendre de son courage. Bizamenyimana aspire profondément à créer une entreprise technologique de premier plan. S'appuyant sur ses réalisations notables, il affirme que le handicap ne devrait jamais entraver les rêves des individus déterminés à aller de l'avant dans la vie. Une personne handicapée est comme toute autre personne. Elle peut travailler et aller plus loin dans sa vie. Le plus important est la volonté et la passion. Et cela suffit pour qu'elle réalise ses rêves. Il n'y a aucun handicap qui l'empêcherait de le faire et ainsi réaliser ses rêves. Bizamenyimana Jean-Pierre Renoir a ses deux parents. Il fait partie des nombreuses équipes de jeunes qui sont dans des projets scientifiques et technologiques en district de Musanze. Et c'est par ici que nous bouclons cette grande édition de la télévision rwandaise. Merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe qui a contribué. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes.